Bienvenue au Mardi de l'Iris. Nous allons parler de l'Indonésie avec Colline Laroche. L'Indonésie, c'est un pays que tu connais bien. Est-ce qu'il est peu connu en France? Est-ce que tu peux rappeler quelques chiffres clés pour rappeler son importance? Oui, bien sûr. Alors, l'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé au monde. C'est également le premier pays musulman en termes de population. Et en termes de PIB mondial, c'est le 17e, enfin, il est situé au 16e rang à l'échelle internationale. C'est également un territoire assez vaste de plus de 17 000 îles et il possède un positionnement stratégique de par sa proximité avec le détroit de Malacca notamment et son positionnement en Indo-Pacifique. Alors, Macron y a fait une visite officielle. En quoi l'Indonésie peut être un partenaire important pour la France? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'année 2025 est assez stratégique pour l'Indonésie et la France puisqu'il marque les 50 ans de la relation franco-indonésienne. Et notamment, si on revient un petit peu historiquement, les deux pays ont approfondi leurs relations en 2011 à travers un partenariat stratégique qu'ils ont continué de développer. La France, quant à elle, a un positionnement où elle souhaite offrir une troisième voie de puissance d'équilibre en Indo-Pacifique et l'Indonésie devient un partenaire privilégié pour elle à plusieurs égards, notamment en matière de défense, puisque à la suite du contexte de 2021 avec la crise des sous-marins, la France a... Donc un contrat de sous-marin vendu à l'Australie qui a été annulé sous pression américaine. Voilà, tout à fait, qui a abouti à la création de l'Alliance AUKUS dont la France ne faisait pas partie. Et la France a dû se retourner vers d'autres partenaires, non seulement dans la région pour pouvoir trouver un appui, mais également pour la vente, en termes de vente d'armement. Et donc, c'est notamment pour ça qu'elle s'est tournée vers l'Indonésie avec un partenariat de coopération en matière de défense, la vente de 42 Rafales et de 2 sous-marins Scorpène qui pourraient à l'avenir s'élargir à d'autres Rafales, à des canons César, etc., etc., même si aucun contrat n'est signé pour le moment. C'est également sur le plan économique une puissance importante pour la France. Donc, je l'évoquais tout à l'heure à travers sa position, un carrefour stratégique, puisque situé à côté du détroit de Malacca. C'est également un territoire qui bénéficie de nombreuses ressources naturelles et de matières premières stratégiques, puisque l'Indonésie est notamment a une place privilégiée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de matières premières, notamment énergétiques, donc un acteur important en ce qui concerne la transition énergétique. Et enfin, sur le plan géopolitique, pour asseoir le positionnement de la France en Indo-Pacifique, l'Indonésie apparaît également comme un partenaire stratégique puisqu'il possède un rôle leader au sein de l'ASEAN, avec l'association des nations de l'Asie du Sud-Est. Et l'Indonésie peut apparaître comme un pays qui peut porter la voix de la France et mettre en relation la France avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Alors l'Indonésie a historiquement joué un rôle important dans le mouvement du tiers-monde, avec la conférence de Bandung. Après, il y a eu un coup d'État qui a remis de l'autre côté. Mais est-ce que l'Indonésie reprend un peu son rôle de leader du Sud global? On parle beaucoup, ils ont rejoint les BRICS. Ouais. Est-ce qu'il y a un rôle spécifique de l'Indonésie dans ce Sud global? Oui, alors tout à fait. On observe là depuis plusieurs années une montée en puissance de l'Indonésie sur la scène internationale. Alors, historiquement, comme on l'a rappelé, elle a toujours eu une politique de non-alignement qu'elle conserve aujourd'hui, qui s'apparente plus, à vrai dire, à un multi-alignement. Sa politique étrangère est basée sur le principe libre et actif, donc elle ne s'aligne pas sur un bloc ou sur un autre, et notamment vis-à-vis de la rivalité sino-américaine, elle reste plutôt neutre. En revanche, elle a intégré les BRICS Plus en début d'année, donc en janvier 2025, donc avec un positionnement largement favorable en faveur du Sud global, mais on voit qu'elle a toujours tenté d'équilibrer un petit peu ses positions. Elle avait auparavant candidaté à l'OCDE, mais la candidature est un peu en suspens au vu de la non-normalisation de ses relations avec Israël. Elle est également membre du G20, donc voilà, autant de facteurs qui font d'elle une puissance réelle sur la scène internationale. Et avec, du coup, les BRICS+, ça lui donne aussi voix au chapitre sur un certain
certain nombre de dossiers internationaux. Et l'Indonésie veut avoir aussi bien des bonnes relations avec les États-Unis qu'avec la Chine. Oui, tout à fait. Par exemple, la Chine, l'Indonésie entretient une relation assez ambiguë avec la Chine, puisque d'un point de vue commercial, elle est très dépendante de la Chine, que ce soit en termes d'investissement ou de commerce. Mais voilà, il y a quand même quelques conflits territoriaux en mer de Chine à ce sujet, notamment à proximité des îles Natuna, dont la Chine revendique le territoire qui appartient à l'Indonésie. En ce qui concerne les États-Unis, les relations ont plutôt un petit peu fluctué selon les années, mais la coopération est toujours restée de mise, notamment plus sur le plan militaire, à travers des exercices conjoints, également de l'achat d'armement. Notamment depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on voit que il n'y a pas eu de renversement ou de bouleversement des relations entre l'Indonésie et les États-Unis, puisque voilà, Prabowo Subianto, le président d'Indonésie, avait félicité Trump lors d'un appel, et que les deux pays continuent de collaborer afin de privilégier leurs intérêts stratégiques nationaux. Alors, le président Macron veut se rapprocher de l'Indonésie, mais est-ce qu'il n'y a pas deux sujets sur lesquels les deux pays n'ont pas la même lecture, la même attitude, la guerre en Ukraine et la guerre de Gaza, avec justement une vision très différente sur chaque conflit, et le fait que les Indonésiens reprochent un peu aux Occidentaux d'avoir une attitude sur l'un et pas sur l'autre, le double standard? Oui, tout à fait. Et c'est assez étonnant parce que justement, Emmanuel Macron, lors de sa visite, a beaucoup insisté sur ce principe de double standard et affirmé que la France ne pratiquait pas, enfin voilà, ne voulait pas se positionner, ne voulait pas appliquer le double standard vis-à-vis de l'Ukraine et de Gaza. Or, historiquement, on voit que l'engagement de la France envers l'Ukraine n'est pas exactement le même qu'envers les civils palestiniens. Donc à ce niveau-là, l'Indonésie a toujours adopté donc un positionnement plutôt de puissance médiatrice. Que ce soit pour l'Ukraine, où elle a condamné l'invasion de la Russie par l'Ukraine, Prabowo Subianto, qui à l'époque était ministre de la Défense avant d'être président, avait également proposé un plan de paix que Volodymyr Zelensky avait refusé, le président Emmanuel Macron avait également rencontré à la fois Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine lors d'une visite d'État, ce qui était une première pour un dirigeant d'Asie du Sud-Est et d'Asie même de manière générale. En revanche, Prabowo Subianto, depuis son arrivée au pouvoir, a effectivement beaucoup dénoncé dans des discours l'attitude de l'Europe, davantage même que de la France, et des Occidentaux de manière générale, cette position de double standard visant à accorder plus d'importance, que ce soit médiatiquement ou au travers de discours ou dans les débats, à la question ukrainienne qu'à la question gazaoui. L'Indonésie, vis-à-vis de la question palestinienne, entretient un lien historique assez fort, puisque la question avait déjà été abordée lors de la conférence de Bandung, que comme on l'évoquait précédemment, il s'agit du premier pays musulman en termes de population. Donc évidemment, il y a historiquement un lien assez fort vis-à-vis de cette question-là. Et vis-à-vis du positionnement à Gaza, l'Indonésie s'est toujours montrée en faveur là aussi d'un cessez-le-feu, d'un soutien. Il a appelé à nombreuses reprises la communauté internationale à soutenir l'UNRWA et également à une solution à deux États. Et notamment, lors de la visite d'Emmanuel Macron en Indonésie, les deux dirigeants ont discuté de la conférence sur Gaza qui se tiendra donc en juin, et la possibilité d'envisager une solution à deux États, et l'Indonésie s'est positionnée en faveur de celle-ci. Mais quand le président Macron dit qu'il n'y a pas de double standard dans la politique française, est-ce qu'il est cru en Indonésie ou pas? C'est un avis personnel, mais au vu du retournement de position d'Emmanuel Macron, je pense que les autorités n'ont pas voulu le contredire nécessairement diplomatiquement, mais que voilà, la crédibilité n'est pas non plus totale. Ok, merci pour cette lecture des relations et du développement du partenariat entre la France et l'Indonésie. Merci Pascal.